nous allons tout de suite parler de l'AES avec monsieur le docteur Ido, Kwama Ido. Bonjour. Bonjour, comment madame. allez-vous? Oui, ça va bien, vous aussi. Ça va, bien réveillé. Oui, bien réveillé, ça va. Oui. Vous dites que vous venez directement de Koudou. Wow. Ouais. Le trajet, c'est ce matin. Hein? Oui, c'est ce matin. Wow, bravo. Matin, ouais. Et merci d'être là. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ces téléspectateurs quand il s'agit d'apporter un plus? Eh bien, voilà. On rassemble tout ce qu'on a comme c'est ça, y a pas de souci. Énergie et puis voilà, on est là pour ça. On est là pour ça. Pour édifier. Voilà. Merci à vous d'être là. Je rappelle qu'il est docteur en sémiotique, consultant en stratégie de gestion de crise sociopolitique. Il est analyste sémiopolitique et avec lui, nous allons parler de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait en parler aujourd'hui? Merci madame. Je crois que le sujet est intéressant parce que j'ai vu avec la création de l'AES, il y a beaucoup de gorges chaudes, il y a beaucoup d'encre et de salive. Et voilà. Et donc, en tant que chercheur, il est aussi intéressant de se prononcer sur ces sujets pour édifier le public. Voilà, voici, bon, je pense que c'est un sujet important. D'accord, peut-être que ça pourra éclairer davantage certains qui doutent un peu, qui hésitent encore voilà, par rapport à la question. Évidemment. Alors, on va venir à la naissance justement de l'AES. Ouais. Comment est-ce que l'AES est née? Ok, madame, il faut dire à tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il y en a qui savent déjà, il y en a aussi qui n'ont pas réellement les informations. Alors, l'AES a été créée parce qu'il y a des structures qui prétendaient soutenir les pays des trois frontières qu'on appelle la zone du Liptako-Gourma, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces structures-là ont montré leurs limites. Et je vais parler de la CEDEAO. Je vais parler aussi du G5 Sahel. Vous voyez, le G5 Sahel a été créé et la direction était tournante. Et ça veut dire quoi? Si tel pays prend la direction, il y a un délai, un mandat avant de passer encore à un autre pays. Cette direction tournante-là a été refusée au Mali. Vous voyez, déjà, ça fait une injustice, ça fait des frustrations. Vous voyez, il y a aussi que le G5 Sahel n'avait pas la main libre parce que les financements venaient presque entièrement de l'extérieur. Et quand on aime le dire, la main qui donne et la main qui dirige. Et donc, la France avait totalement pris en otage cette organisation et qui travaillait à marginaliser le Mali. Et qui était déjà un pays dirigé par une transition militaire. Et donc ça aussi c'est un élément qui a frustré un peu les autorités maliennes et le peuple malien. Et maintenant, il n'y a que la CEDEAO aussi, qui est une structure qui prétend aider réellement les pays membres. Alors, se retrouver dans une situation où elle ferme les frontières à ces trois pays. Et donc, si la CEDEAO ferme les frontières au Mali, au Niger, au Burkina Faso, alors la CEDEAO inflige des sanctions économiques à ces pays. Et il est évident qu'il y aura des frustrations. Vous vous rappelez que avec la situation au Niger, la CEDEAO avait refusé que du matériel tel que les vivres, tels que les médicaments, soient envoyés aux Nigériens. Et donc, vous voyez, quand c'est comme ça, ce n'est pas la culture de l'Afrique. C'est pas nos valeurs. Deux poids, deux mesures. Alors que ces éléments n'existent même pas dans les textes de la CEDEAO. Alors, donc, si vous fonctionnez, il y a des textes qui sont écrits et vous-même vous êtes à l'origine de la violation de ces textes. Et, logiquement, c'est que la structure ne fonctionne pas sur la justice, ne fonctionne pas sur des bases légales, mais selon les sentiments et les émotions de ceux qui dirigent la structure. Et même
les puissances qui sont en train de superviser cette structure. Et donc ce sont des éléments qui ont frustré en réalité les pays. Vous avez vu même qu'au Burkina Faso, il a été dit que des vivres ne devaient plus être envoyés de la Côte d'Ivoire. Alors la frontière était fermée, la loco qu'on a envoyé ici était fermée. Alors vous voyez, les Ivoiriens ont manifesté pour dénoncer ça, parce que c'est elles qui perdaient plus. Voilà, puis elles vivaient de ça. Et voilà, donc fermer les ports au pays de l'AES. Et donc tout ça, ce sont des comportements qui ont frustré réellement ces pays. Et il fallait à ce moment sortir, alors pour créer une autre structure, pour prendre en charge les aspirations profondes du peuple. Pendant qu'on dénonce une transition et militaire au Tchad, je pense que c'est la même configuration. Ah oui, évidemment. Mais ça, c'est soutenu. Voilà, la France soutient, Mahamat débute parce que il fait simplement leur affaire. Et donc, c'est ça qui n'est pas intéressant. Donc, quand vous faites deux poids, deux mesures, c'est évident. Donc, voici les raisons superficielles. C'est vrai, c'est ça c'est ce qu'on présente sur le plan des textes, voilà, au peuple. Il y a ça des raisons profondes. Maintenant, il y a des raisons profondes. Ce qu'il faut dire, c'est que les trois pays, dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ce sont des pays qui ont été longtemps sous la domination coloniale et impérialiste. Nos grands-parents ont souffert. Donc, le sang versé, les larmes, la souffrance, les cris de détresse, c'est ça l'humiliation qu'on a toujours infligée à ces peuples-là, a amené ces peuples-là à vouloir se révolter. Et c'est logique. Et donc c'est ça qui est la raison profonde qu'il faut enseigner aux gens pour qu'ils comprennent que ce n'est pas du hasard, mais ce sont les prières, les souhaits de nos grands-parents qui sont plus mais en réalité leurs prières continuent de nous accompagner, qui sont en train d'ouvrir des portes de création d'autres structures qui vont réellement nous permettre d'aller vers un développement sérieux. Et donc ça, c'est une des raisons profondes. Il y a aussi que la lutte contre le terrorisme, ces trois pays ont voulu redéfinir cette lutte. Voilà, parce que quand des gens viennent sous prétexte de vous aider, mais en réalité, rien ne bouge. Rien ne bouge. Bien au contraire. Bien au contraire, les attaques continuent. Pendant qu'eux sont en train de faire autre chose, il y a de quoi réellement s'inquiéter. Donc, Même quand il y a des attaques, souvent on a besoin de venir à la rescousse, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et même quand nos forces veulent souvent intervenir, elles ne peuvent pas intervenir sans que la France ne donne le feu vert. Et donc ça, ce n'est pas honnête. Il faut souligner cet élément. Il y a aussi que nos peuples avaient besoin réellement d'une souveraineté économique. Voilà, ont besoin d'une souveraineté économique parce que c'est comme on l'avait dit sur ce plateau, on a toujours dit que l'Afrique est pauvre. Alors que nous savons très bien que ça, c'est un discours qui ne tient plus. Et donc, c'est tout ça qui a amené les dirigeants des trois pays-là à vouloir réellement s'assumer, à vouloir réellement écouter ce que leurs peuples disent. Il y a la dignité aussi. Donc, il faut dire que ces éléments qui sont des éléments profonds qu'il faut saluer, c'est ça qui a amené réellement la création de l'AES. D'accord. Les conséquences de cette création, la création de l'AES. Alors, parce que vous savez, quand les pays africains veulent s'affirmer, veulent leur souveraineté, il est évident que les puissances coloniales qui nous ont dominés pendant longtemps, qui nous exploitaient, vont se sentir un peu dans une situation de faiblesse. Parce que quand votre esclave veut s'affranchir, c'est que demain vous n'allez plus pouvoir l'utiliser comme vous voulez. Et donc il y a cette frustration qui s'installe. Et donc ça va susciter le courroux de l'impérialisme et du néocolonialisme parce que ils n'auront plus la même mise réellement sur ces pays parce que l'AES a véritablement des éléments qui pensent qu'on peut aller vers un développement, un monde nouveau, un air nouveau pour l'Afrique. Et donc ça c'est le courroux
Alors, on sait quand c'est comme ça, l'impérialisme a beaucoup de stratégies pour pouvoir intimider alors, tous ceux qui veulent aller vers leur indépendance. On en a vu de par le passé. Oui, de par le passé. Donc, on connaît comment nos chefs, les chefs africains, les héros africains ont été traités. Je vais parler de Thomas Sankara, je vais parler de Patrice Lumumba, et je vais parler de Che Guevara et beaucoup d'autres. Vous voyez, donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est d'abord manipuler la population contre leur propre président. C'est ce qu'on est en train de vivre. C'est ça. L'impérialisme vient, c'est pourquoi nous avons vécu, nous avons vu des espions français, des espions impérialistes qui sont venus infiltrer nos Wahiniens ici. Malheureusement et heureusement qu'ils ont été détectés, ils ont été pris la main dans le sac. Et donc, quand c'est comme ça, on termine l'image de vos propres dirigeants et c'est le peuple même qui va sortir demander le départ de ces présidents. Alors que ce n'est pas réel, ce n'est pas la vérité, c'est juste une manipulation. Et ce qui est désolant, c'est qu'on utilise nos propres frères pour se dire, on utilise l'Africain contre l'Africain. Voici des éléments comme ça que l'impérialisme, donc c'est pour lancer un appel. Il faut que nous-mêmes nous fassions très attention. On sait aussi que l'une des méthodes utilisées par ces puissances-là, ce sont les exécutions, ce sont les empoisonnements, ce sont les emprisonnements. Nous avons vu des présidents qui ont été exécutés, qui ont été emprisonnés, qui ont été empoisonnés. Ça, les leaders africains ne peuvent pas oublier ça. Donc il faut faire très attention quand on prend certaines positions qui vont à l'encontre de la vision de la France ou des pays impérialistes. Et donc, ils passent par la justice. Les textes juridiques pourront souvent atteindre leurs objectifs. Vous avez vécu. On a vu le Premier ministre qui en a parlé. Oui. Aujourd'hui, nous avons vu des structures qui sont venues sortir des déclarations pour dire qu'il y a eu des exécutions de 223 civils au Burkina Faso et que les dirigeants burkinabés ou le président burkinabé doit être acheté à la Cour pénale internationale. Ce sont des textes comme ça. C'est pourquoi moi je dis, si aujourd'hui j'étais le président du Burkina Faso, tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce rapport-là devraient être simplement arrêtés pour être écoutés devant la justice. Parce que quand on prend le rapport, il faut qu'ils apportent les preuves de ce qu'ils avancent. Parce que dans la recherche, il ne faut pas aller comme ça, parce qu'on ne peut pas s'asseoir, appeler 23 personnes au téléphone et puis faire un rapport. Ce n'est pas sérieux. Le pays là, des dirigeants, ne peut pas venir dans un pays faire des enquêtes sans même être autorisé. Alors que le dossier est en justice, le procureur de Ouaïgouya suit le dossier. Alors, vous n'avez pas attendu qu'il y ait un document, alors vous sortez ça. Mais là aussi, il y a un problème. Quand les terroristes tuent les gens, est-ce que ces structures-là ne disent rien, absolument non. Est-ce que ceux qui ont tué, vous dites que ce sont des gens qui ont porté des tenues militaires burkinabais? On sait que les tenues militaires burkinabais sont fabriquées ailleurs. Est-ce que ce n'est pas un montage des gens que ces structures connaissent très bien, des gens qui ont monté ce coup-là? Sinon, ça ne doit pas se passer comme ça. Donc, moi je pense que c'est des structures telles que Human Rights Watch, telles que Amnesty International, telles que la Cour pénale internationale. Il faut que, je répète, que nos dirigeants se démarquent de ces structures-là. Il faut éviter que les gens viennent de partout, venir nous enseigner la liberté d'expression, venir nous enseigner le droit de l'homme. Ils sont venus ici, on les a pris, on les a installés avec fierté, mais c'est un poison. Pourquoi ils ne partent pas dans les pays asiatiques pour leur enseigner ces droits de l'homme? Pourquoi ils ne partent pas en Chine pour enseigner les droits de l'homme? C'est en Afrique. C'est chez nous qu'on peut venir nous enseigner ces leçons. Moi, je pense qu'il y a une malhonnêteté. Il faut que nos présidents prennent des textes. Que n'importe qui ne vienne de partout se balader dans notre pays pour enseigner ces genres de cours. On n'en a pas besoin.
Nous savons réellement que nous sommes en guerre et on déplore les morts, mais ça ne doit pas se passer comme ça parce que ce sont des coups, ce sont des gens qui ont été montés depuis la France, depuis l'impérialisme pour venir déstabiliser, pour venir créer. Vous voyez, il y a des Burkinabés même qui se sont retirés dans certains pays voisins et qui tiennent des discours de déstabilisation. Tout ce sont des stratégies de l'impérialisme qu'il faut démasquer. Il y a aussi tout de suite, vous avez vu une structure qui est sortie, Reporters sans frontières, pour dire que maintenant la presse burkinabé est classée 68e alors qu'elle était 58e. Que donc la liberté d'expression, la liberté de presse là est menacée. Mais on ne dit pas aux gens que le Burkina Faso est le deuxième pays en termes de puissance de l'armée. C'est le deuxième pays qui est classé en Afrique après le Nigeria. On ne dit pas ça. On dit simplement que le Burkina Faso est 68e alors que le Burkina était 58e. En quoi ça c'est important dans un pays qui est en guerre? Tout ça sont des manipulations. Il faut qu'on se défende. Et je suis souvent découragé de voir des journalistes qui sont même devant ça et qui cherchent. Alors que si nous on était en guerre, si la guerre n'était pas réellement n'était pas en train d'avancer, si la victoire n'était pas, le rapport de force n'était pas du côté de nos forces combattantes, on pouvait toujours, mais aujourd'hui on peut dire qu'il y a quelque chose qui est fait. Il y a un effort. Et ce qui s'est passé en 2022, ce qui s'est passé en 2023 n'est plus la même chose qu'en 2024. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Donc voici pourquoi je dis les conséquences là sont là. Il faudra que les gens... Et ces stratégies à travers les Human Rights Watch, à travers l'Amnesty International, à travers la CPI, c'est pour contraindre nos dirigeants à revenir négocier. Et si l'erreur est faite et que réellement ils partent négocier, on va mettre des bâtons dans leurs roues. C'est ça la stratégie, ou encore les amener en prison pour trouver encore leurs valets locaux qui vont diriger le pays. Actuellement, on cherche juste une petite faille pour introduire ce qu'ils doivent faire. Voilà. Alors, quelle analyse sémiotique pour que l'AES soit efficace? Je crois que la question elle est très belle. Elle est très belle parce que moi j'avais eu la chance de dire à une autorité que si l'AES devrait marcher, il fallait réellement prendre en compte beaucoup d'éléments. Et ces éléments, c'est de créer un cadre ou un réseau de réflexion sérieux, rigoureux, qui va travailler à établir les liens historiques entre ces trois pays. Parce qu'on n'a souvent pas compris notre propre histoire. Et nos chercheurs ne sont jamais impliqués dans les décisions sérieuses, alors qu'on a été dominé scientifiquement. Il faut qu'on se démarque, il faut qu'on fasse la lutte scientifiquement. Et donc, au niveau historique, il faut dire que la zone du Liptako-Gourma, qu'on appelle aujourd'hui l'AES, la France a appelé ça la zone des trois frontières. Vous voyez comment la France manipule la langue. Quand ça les arrange, on trouve des termes. On dit la zone des trois frontières. Donc, en réalité, il n'y a pas de frontières. Une zone des trois frontières, c'est qu'il n'y a pas de frontières. En réalité, c'est ça. Historiquement, jusqu'au Niger, ce sont les Gourmatiers qui sont dans ces zones-là. Jusqu'au Mali, jusqu'au Burkina. Donc, en réalité, ce n'est pas des pays qu'on peut séparer. Historiquement, ce sont les mêmes peuples. Il faut aussi que des gens travaillent. Je voudrais que des linguistes soient impliqués dans la recherche aux réalités pour que l'AES puisse vraiment être solide. Vous voyez, quand vous partez au Mali, les gens parlent le Dioula. C'est ça. Quand vous venez au Burkina, les gens parlent le Dioula. Quand vous partez au Niger, les gens parlent le Dioula, le Fulfulde. Le Bounouachema, le Aoussa. Parler au Burkina, parler au Niger. Il faut travailler sur les réalités culturelles. Quand on prend au Mali, on va voir des Maïga, des Traoré. Au Burkina, on a les mêmes noms. C'est ça. Au Niger, on a les mêmes noms. On a des Ouattara, on a des Diallo. Pourquoi ne pas dire aux gens... On a des Lompo au Niger. On a des Lompo au Niger. On a des Lompo au Burkina. On a des Lompo au Mali.
Il faut dire aux gens, c'est cette vérité que la France veut cacher. On ne veut pas qu'on enseigne à nos peuples que nous sommes des frères. Et donc, si ça c'est clair, les liens là seront encore plus forts. Il faut tenir compte des réalités économiques. Économiques parce que ce sont les mêmes ressources naturelles qui se retrouvent entre ces trois pays. Quand on prend l'AES, la zone des trois frontières que la France a appelée, vous allez trouver les mêmes ressources minières au niveau des trois pays. On aura l'or là, on aura l'or au Mali, on aura l'or au Niger. On aura le diamant, on aura l'uranium. Il y a toutes ces ressources minières là dans notre sous-sol qu'on partage avec le Mali et le Niger. Quand on enseigne ça, les gens comprennent qu'en réalité, il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas de différence. C'est le même sol. Ce que les gens vont comprendre encore, c'est que, vous voyez, je prends les propos d'un expert en géostratégie français, du nom du professeur Philippe David Charles, qui a fait un rapport de repentance qui a été publié le 9 novembre 2021, où lui-même il demande pardon au peuple africain parce qu'il a enseigné la géostratégie 25 ans aux experts même africains. Mais il a enseigné dans le mensonge, lui-même il le savait, puis il a été monté pour ça. Mais il reconnaît que notre malheur vient de la rencontre qu'on a eue avec la France. Sinon, l'Afrique regorge les meilleures ressources naturelles. Il dit encore que, vous voyez, dans la zone des trois frontières là, il y a une nappe phréatique d'eau douce, la meilleure eau douce au monde. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ceux qui veulent n'ont qu'à lire. C'est les études qui l'ont montré. Et ce sont des Français même qui ont sorti le rapport. Le nommé professeur Charles-Philippe David dont je parle, c'est lui qui l'a dit. La nappe phréatique c'est un bas-fond. Et donc, on ne doit pas nous enseigner qu'il n'y a pas l'eau, que c'est un désert. Il y a l'eau. Nous sommes pauvres. Quand on est pauvre, c'est dangereux. Donc, il faut enseigner ça, qu'on comprenne que nous partageons réellement les mêmes réalités et nous sommes fiers. Il y a aussi le niveau agricole. Il faut enseigner. Il faut qu'on fasse comprendre que les trois pays-là sont des pays qui sont basés, dont la richesse est basée sur l'agriculture. Oui. On produit. C'est l'agriculture. Il faut enseigner ça. Il faut enseigner l'élevage. Parce que ce sont des zones où l'élevage est développé. Au Mali, il y a l'élevage. Au Burkina, regardez les bœufs qui sont importés, qui sont exportés du moins. Regardez les chèvres, les moutons qui sont exportés vers la Côte d'Ivoire, vers d'autres pays. Oui. Mais c'est ça la richesse. On ne veut pas que les gens comprennent ça. Regardez le sable qui est là. On croit que le sable, ça fait tomber les gens. Alors que le sable, on peut l'utiliser pour fabriquer des vitres, l'utiliser pour fabriquer des verres correcteurs. Les gens vont payer des vitres ici à 10 000 francs pour construire leur maison. Au lieu de payer des millions pour avoir des vitres, le sable peut être utilisé pour fabriquer des vitres. Pour peu qu'on puisse installer les industries qui vont avec. Je crois qu'au Mali, le président Assimi Goïta a commencé, je crois, dans ce sens-là. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens. Il ne faut pas qu'on croit qu'il n'y a rien, alors que tout ce qui est là, regardez même le sable, la qualité du sable qu'on utilise pour construire une maison. C'est le solide. C'est ça qu'il faut enseigner. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Et donc, les réalités culturelles, les réalités historiques, alors nous savons tous les réalités culturelles parce que nous sommes des pays dont l'entraide, la solidarité, ce sont des pays qui s'aiment les uns les autres. Il ne faudra pas s'aimer cette haine-là entre nous. Donc il faut que réellement les travaux de cette transition-là, ou bien de nos dirigeants, que ce soit au niveau du Mali, du Burkina, du Niger, que réellement on puisse travailler sur ces réalités-là qui vont guider, renforcer les liens. Sinon, on va encore voler en éclats. Ouais. Réellement, il faut ça. Le système éducatif aussi. Il faut le système éducatif. Il faut que le système éducatif soit revu. Il faut enseigner en fonction de nos valeurs. Enseigner en nous basant sur nos réalités. On ne va pas toujours, on a dit ceci sur ce plateau. On ne va pas toujours continuer à dire les mêmes choses qui ne tiennent pas. Et donc, enseigner dans nos langues. On ne peut pas enseigner dans les langues des autres et croire qu'on va se développer. Ce n'est pas possible. Il faut enseigner notre histoire, enseigner nos héros. On a cité ici Laï Yoro, on a cité Thomas Sankara, on a cité Joseph Kizerbo.
qui enseigne clairement Jacques Gerbeau dans les documents. Même Ibrahim Traoré, voici qu'on a eu des héros. Pourquoi ne pas enseigner Bachelma Bagier? Pourquoi ne pas enseigner tous les ministres qui font un travail de fond? Pourquoi ne pas valoriser nos journalistes qui font un travail de reportage et de communication de guerre? Donc, moi je crois que c'est dans ça qu'il faut aller. Il faut revoir le système éducatif, le système sanitaire. On a parlé de ça ici. Nos arbres là sont des éléments qui peuvent nous permettre de soigner beaucoup de maladies. Donc voici mettre en avant les tradis praticiens. Les tradis praticiens, il faut les valoriser. Ce qu'on veut ou pas, c'est ça. Je crois qu'il y a déjà ça qui est en cours. On va souhaiter que les choses marchent bien. Voilà. Plus que le soleil est une grande richesse. Le soleil est une très grande. Ah oui, pourquoi pas. On est là. C'est pas ces derniers temps là, c'est pas si c'est un Bissa ou un Yarga qui détient le bouton de la Sonabelle, la Koudougou, c'est grave. Bon, il décide. Ah bon, voilà. Donc, mais toujours est-il que c'est un Bissa ou un Yarga qui doit être, ou bien c'est un ange Yarga ou Bissa qui dit à déléguer pour gérer l'électricité. Bon, mais si on avait réellement exploité le soleil, on n'allait pas être dans ces coupures intempestives exagérées. Voilà, donc je crois que on ne peut pas dire que le soleil n'est rien pour nous, alors que le soleil est tout pour nous. On peut l'utiliser pour fabriquer de l'énergie et puis ça va alimenter facilement tout ce que nous voulons alimenter au lieu de compter toujours sur les trucs importés. On peut les couper à tout moment pour nous faire mal. Vous dites qu'on devrait réfléchir vraiment à une monnaie commune. La monnaie commune, il n'y a rien à faire. On va pas. Vous voyez, j'ai dit ici que le CFA est décrié par tous les pays ce n'est pas une monnaie. C'est une monnaie qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale. Et cette monnaie-là a été créée juste pour permettre aux pays de pouvoir consommer. C'est une monnaie pour pouvoir consommer, ce n'est pas une monnaie pour se développer. C'est une monnaie pour pouvoir. C'est une monnaie qui a été créée pour les colonies françaises. Donc pourquoi nous on va toujours être dans ça? Et je crois qu'on va s'en sortir. Aujourd'hui, je crois qu'avec les décisions de. Je crois qu'il y a la réserve d'or qui a été annoncée par le gouvernement de la transition. Cette réserve d'or, en réalité, c'est un élément qu'il faut saluer. Parce que c'est une étape pour aller vers la création de la monnaie. Et quand on a la réserve d'or, à tout moment, on peut transformer ça en de l'argent. C'est ça aussi qu'il faut. Ça n'a jamais existé dans nos pays. Et voilà qu'il faut aller vers ça, parce qu'on ne va pas continuer dans ça pour penser qu'on va... Changeons, parce que j'ai dit, la stratégie qui marche, c'est que on quitte dans... On rentre dans ce chemin sémiotique que j'appelle les verbes sémiotiques. Le verbe faire, défaire et refaire. Il faut ça, c'est ce schéma-là. On fait, on défait, on refait. Tant qu'on ne fait pas ça, aujourd'hui, on doit défaire beaucoup de choses pour les refaire. On ne va pas le refaire comme avant, mais on doit le refaire mieux qu'avant. Il faut que les gens arrêtent de penser comme avant. Si nous ne changeons pas notre manière de penser, les choses ne vont pas changer de manière de se présenter à nous. Mais si nous changeons notre manière de penser, tout va changer en termes de sens. Oui, il est dit que pour aboutir à un résultat, un autre résultat, il va falloir changer la façon de faire les choses. Il faut changer la façon de faire les choses. Voilà. Il faut un changement. Donc aujourd'hui, c'est vrai, les gens, beaucoup comprennent que on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Aujourd'hui, le peuple souffre par moment pour des questions de taxes, et on le comprend. Nous sommes tous dans ça, mais moi je crois qu'on doit être résilient. À un moment donné, on ne sentira plus. On ne va pas sentir, mais il faut le sacrifice. Tous les peuples, tous les pays qui se sont développés, il y a eu un moment d'effort, il y a eu un moment où ce n'était pas facile, mais les gens ont tenu sur la résilience. Et donc c'est pourquoi il faut dire aux gens aussi de tenir, alors on va y arriver. On devrait également mettre fin à certaines aides humanitaires. Oui, les aides humanitaires, on attend toujours des autres. Oui, on attend toujours les autres. Vous voyez, quand on donne un biscuit à un Africain, lui, il a pensé simplement que c'est la nourriture. Alors qu'en réalité, c'est une arme. Sémiotiquement, nous, c'est une arme. Vous mangez un biscuit, vous êtes content, vous riez, vous sautez. Mais arrêtez, c'est une arme. Nous, on n'a toujours pas vu ça. Vous voyez comment les gens vont prendre les biscuits de leurs enfants, venir vous donner, et puis vous croyez que c'est simple. C'est pas simple. C'est une arme de combat. Et donc finalement, on ne sait même pas c'est quoi qui est dedans. Même les produits pharmaceutiques, on prend, on avale.
on est content. Mais en réalité, est-ce qu'à l'intérieur, il n'y a pas... Est-ce que ce sont les mêmes produits qui sont consommés là-bas? Ou si c'est le cas, pourquoi c'est à nous on vient donner des cadeaux? On ne va pas refuser, mais il faut souvent être stratégique. Il faut faire attention parce que les gens ne nous donnent pas les choses parce qu'on a des beaux yeux. On nous donne parce qu'on va prendre mieux que ce qu'on a donné. Donc le biscuit n'est pas biscuit, le biscuit est une arme. Le riz n'est pas du riz, le riz est une arme. L'huile n'est pas de l'huile, l'huile est une arme. L'argent qu'on nous donne n'est pas de l'argent, mais ce sont des poisons. Et même la colonisation l'a démontré, ils sont venus voir nos ancêtres avec des miroirs, du sel. Du sel, du sel, on goûte et puis après on prend les bras valides, on s'en va avec. Est-ce qu'un être humain coûte combien? Mais quand on vient donner un miroir, on prend 20 robustes jeunes pour partir avec, aller travailler. Aujourd'hui, ils sont développés. On croit que c'est du hasard, pourtant c'est des babioles qu'on nous a données. Et puis prendre nos bras valides, aller se faire des puissances. Aujourd'hui, c'est nous qui souffrons. Et donc, il faudra qu'on pense réellement ceux qui vont nous aider, qui nous aident pour l'amour de la nature, que ce soit réellement des aides sans... bon, c'est que on parle Est-ce que ce genre d'aide existe aussi. Il faut simplement faire beaucoup attention. C'est vrai qu'on ne peut pas éviter le partenariat gagnant-gagnant, mais on nous donne, qu'on sache réellement ce que nous aussi on va donner en contrepartie. Il ne faudra pas que ce soit un poison dans lequel on ne va pas s'en sortir. D'accord. Alors pour terminer rapidement, le G5 Sahel et la CEDEAO ne semblent pas n'avoir pas eu du succès. Pensez-vous que l'AES aura la solution finale? C'est comme on l'a dit, le G5 Sahel n'avait pas les mains libres. La CEDEAO aussi n'a pas les mains libres. Si l'AES veut réussir, et je crois que l'AES va réussir si et seulement si on applique les éléments qu'on vient de donner, c'est-à-dire mettre l'accent sur nos réalités socio-économiques, socio-culturelles, socio-historiques, renforcer l'indépendance économique, monétaire. Il faut quitter certaines structures, il faut quitter certains cadres, parce que ce sont des choses qui vont toujours... C'est comme un jeu de pus-aller où on n'a pas toutes les pièces. Donc on va toujours faire un chemin inachevé ou bien un animal sans tête. Parce que les pions là, c'est quelqu'un qui les détient et qui nous donne les pions et garder les pions qu'il veut. Donc en réalité, ce sont des jeux de labyrinthe, des jeux de pus-aller. On n'a pas toutes les pièces, on va toujours jouer à perte. Donc il faut quitter certaines, même si ça va être dur, il faut quitter la Cour pénale internationale. Il faut arrêter de faire venir tous ceux qui vont venir au Burkina faire des enquêtes sans suivre la règle. Moi je crois qu'il faut empêcher tout cela. Et c'est pour cela que l'AES va marcher. D'accord. Merci, Dr Kwama Ido, docteur en sémiotique, consultant en stratégie de gestion de crise sociopolitique. Il est analyste sémiopolitique et avec lui, nous parlions de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Merci à vous, docteur Ido, pour votre passage sur notre plateau. On a été édifiés ce matin encore. On espère vous recevoir très prochainement pour d'autres thématiques. Bonne journée à vous. Merci de l'invitation. En tout cas, merci beaucoup à la RTB. Merci à tous les agents de la RTB qui font un travail énorme. Alors, je crois qu'on est ensemble, on va toujours répondre à votre invitation. D'accord. Merci à vous. Merci et puis, les femmes également ne sont pas en reste par rapport justement à l'Alliance des États du Sahel. On a la FES aussi qui a été créée, l'Alliance des femmes des États du Sahel. Et on va tout de suite en parler juste après vous. Très intéressant alors. On va les installer.